Chapitre 13. Rongée par l'inquiétude, les yeux rougis par les larmes, la mère de Neil attendait dans le bureau de son mari, recroquevillée dans une bergère, à guetter le moindre bruit de moteur. Son cœur tressaillit lorsqu'elle entendit claquer les deux portières de la voiture. Peu après, M. Perry entra dans la pièce et alla droit à son bureau, suivi par Neil, toujours en costume de Puck, le regard fixe. Il se tourna vers sa mère et ouvrit la bouche pour lui parler, mais son père l'interrompit aussitôt. Neil, ta mère et moi nous efforçons de comprendre pourquoi tu t'obstines à nous tenir tête, mais quoi qu'il en soit, je ne te laisserai pas gâcher bêtement ta vie. Dès demain, je te retire de Weldon pour t'inscrire à l'académie militaire de Braden, puis tu iras à Harvard et tu feras ta médecine. Des larmes jaillirent des yeux de Neil, tandis qu'une boule de feu lui étreignait la gorge. Mais père, supplia-t-il, ça fait encore dire 10 ans, presque une vie entière. Tais-toi, cria M. Perry. À t'entendre, c'est pire que la prison. Essaye de te rendre compte, continua-t-il sur un ton radouci. Tu es entre les mains des chances dont je n'osais même pas rêver. Je n'ai pas l'intention de rester les bras croisés à te regarder les saboter. Mais pourquoi on ne me demande pas ce que j'en pense? Explosa Neil. Pourquoi on ne me demande pas ce que j'ai envie de faire? Très bien, dis-moi ce que tu veux. Mais le ton emporté de M. Perry disait assez qu'il n'était pas disposé à écouter. Vas-y, parle. Mais je te préviens, s'il s'agit encore de cette histoire de théâtre, tu peux faire une croix dessus. Alors, qu'est-ce que c'est? Vas-y, je t'écoute. Il savait que ses efforts seraient vains. Ce mur d'incompréhension contre lequel il s'était toujours heurté se dressait devant lui, sans faille, invincible. C'est rien, murmura-t-il en baissant la tête. Alors, puisque ce n'est rien, conclut M. Perry avec satisfaction, allons tous nous coucher. Et il sortit de la pièce sans se retourner. La mère de Neil sembla vouloir dire quelque chose à son fils, mais elle ne trouva pas les mots. Elle se contenta de poser une main sur son épaule. Neil avait le regard perdu dans le vague. L'espace d'un instant pourtant, un souvenir ralluma une étincelle dans ses yeux. J'ai été bon, maman. Si tu avais pu me voir, j'ai été vraiment bon. Puis ses yeux semblèrent à nouveau fixer le néant. Plutôt que de rentrer directement à Walton, les poètes disparus avaient décidé de faire un crochet par la grotte. Todd, Mix, Pitts, Charlie et Ginny, Knox et Chris se pelotonnèrent dans leur repère pour se réchauffer. Charlie tenait un verre de vin à la main, et un cadavre de bouteille avait roulé sur le sol. Symbole de Neil, qui l'avait apporté dans la grotte, le génie de la caverne trônait sur un rocher, et les poètes disparus fixaient d'un air morose la petite flamme qui sautillait et dansait. Knox, chuchota Chris, il faut que je rentre. Chet pourrait appeler. Encore un moment, répondit Knox en lui prenant la main. Tu avais promis. Tu es vraiment impossible, murmura la jeune fille en souriant. En fait, où est Cameron? S'enquit Mix. Charlie avala une gorgée de vin. Qu'est-ce que ça peut foutre? Todd se leva soudain et martela la paroi de ses poings. Voilà comment je vais recevoir le père de Neil la prochaine fois. Ne dis pas de bêtises, fit Pitts. Todd tourna en rond dans la grotte. Soudain, un visage connu apparut à l'entrée, auréolé par la clarté de la lune. Monsieur Keating, s'écrièrent-ils en chœur. Charlie s'empressa de faire disparaître le verre et la bouteille de vin. Je savais bien que je vous trouverais ici, commença le professeur. Allons, messieurs, ne tirez pas cette tête d'enterrement. Neil serait le premier à vous le dire. Pourquoi ne pas tenir une séance en son honneur, proposa Charlie. Ah, mon capitaine, vous voulez ouvrir la séance? Les autres approuvèrent. Je ne sais pas, hésita M. Keating. Allez, M. Keating, s'il vous plaît. Le professeur regarda tour à tour leur visage. C'est bon, mais alors, tambour battant. Il se tut un moment. Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans rate. Je voulais vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie, mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie, pour ne pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Il marqua une pause. De Cummings. Plongez à la poursuite de vos rêves, ou un slogan pourrait vous submerger. Les arbres sont leurs racines, et le vent est le vent. Suivez votre
même si les étoiles avancent à reculons, honorer le passé mais accueillir l'avenir à bras ouverts, et danser pour chasser la mort de ce mariage. Qu'importe le monde, ses bons et ses méchants, car Dieu aime les filles et les lendemains et la terre. Keating se tut et tendit le livre à l'assemblée. Qui veut lire? Pas de réponse. Allons, ne jouez pas les timides. Moi j'ai quelque chose à lire, dit Todd, surpris de le voir ainsi prendre l'initiative. Tous lui accordèrent une attention religieuse. Il sortit de sa poche des carrés de papier qu'il distribua à la ronde. Vous lirez ce vers entre les strophes. Il déplia alors une feuille et se mit à lire. Nous rêvons de lendemains qui ne viennent jamais. Nous rêvons d'une gloire dont nous ne voulons pas. Nous rêvons d'un jour nouveau. Quand ce jour est déjà là, nous fuyons une bataille que nous devrions livrer. Todd leur fit signe de tête, tous lurent en chœur, et pourtant nous dormons. Todd reprit seul. Nous attendons l'appel sans jamais le devancer. Nous fondons nos espoirs sur l'avenir, quand l'avenir n'est que vain projet. Nous rêvons d'une sagesse à laquelle nous nous dérobons chaque jour. Nous appelons de nos prières un sauveur quand le salut est entre nos mains. Et pourtant nous dormons, et pourtant nous dormons, et pourtant nous prions, et pourtant nous avons peur. Todd replia sonneusement son poème. Les autres applaudirent. C'était super, fit Mix. Rayonnant, Todd accueillit les félicitations en rougissant légèrement. Keating sourit avec fierté en songeant au progrès stupéfiant de son élève. Il détacha de la roche un bloc de glace translucide et le porta devant ses yeux. Dans ma boule de cristal, dit-il en prenant une voix chevrotante, je vois un avenir glorieux pour Todd Anderson. Ils échangèrent un long regard complice, puis Todd se jeta dans les bras de son professeur. Après cette brève accolade, M. Keating se tourna vers les autres. Et maintenant, annonça-t-il, le général Booth entre en paradis de Vachel Lindsay. Quand je m'arrête, vous demanderez: êtes-vous lavé dans le sang de l'agneau? Compris. Compris, capitaine. Keating se mit à réciter. Booth menait fièrement la marche de son tambour. Les autres répondirent en chantonnant: êtes-vous lavé dans le sang de l'agneau? Keating sortit de la grotte, suivi en file indienne par le groupe d'adolescents. Assis au pied de son lit, dans la pénombre de sa chambre, Neil avait les yeux tournés vers la fenêtre. La passion qu'il avait enflammée sur les planches du théâtre avait quitté son corps. Le tumulte de son sang dans ses veines s'était apaisé. Toute trace d'émotion avait disparu de son visage et de son cœur. Il lui semblait ne plus être qu'une coquille vide et fragile que le poids de la neige aurait suffi à broyer. Avec des gestes lents et précis, il ôta sa veste de pyjama et alla ouvrir la fenêtre à guillotine. Un vent glacé s'engouffra aussitôt dans la chambre et pénétra son âme. Neil resta debout sans bouger un muscle, attendant de ne plus sentir la morsure du froid sur sa peau. Chapitre 14. La nuit claire et froide brillait d'un éclat singulier. Par myriades, les étoiles perçaient le ciel et la pleine lune se réfléchissait sur la neige, nimbant les douces collines du Vermont d'une lumière cristalline. La glace qui recouvrait la moindre brindille d'un vernis scintillant transformait la forêt en un palais de cristal et de diamants, à travers lesquels serpentaient les poètes disparus, sur les traces de M. Keating qui récitait à haute voix. Les saints lui sourirent gravement et dirent: il est venu. Êtes-vous lavé dans le sang de l'agneau? Répondirent les autres en chœur. Le Christ s'approcha lentement, vêtu d'une toge, une couronne sur la tête, pour Booth le soldat. Et la foule mit un genou en terre. Il vit Jésus-Christ, ils étaient face à face, et il s'agenouilla en pleurs dans ce lieu saint. Êtes-vous lavé dans le sang de l'agneau? Répéta le chœur. Tandis que le cercle progressait dans la nuit calme, un silence absolu régnait dans la maison des Perry. Monsieur et Madame Perry s'étaient couchés et avaient éteint leur lampe de chevet. Ils n'entendirent pas grincer la porte de Neil. L'adolescent longea le couloir puis descendit l'escalier sur la pointe des pieds. Une clarté bleue régnait dans le bureau de M. Perry. Neil alla jusqu'au secrétaire de son père, ouvrit le tiroir du haut et glissa sa main jusqu'au fond. Ses doigts tâtonnèrent un moment avant de ramener une petite clé avec laquelle il déverrouilla le tiroir du bas. Avant de s'enfoncer dans le fauteuil de cuir, il saisit la couronne tressée que portait Puck, oubliée sur le bureau, et la posa sur son front.
sang de l'agneau. Les rayons de lune jouaient dans les cascades prises par les glaces. Le paysage féerique se combinait à la magie des mots pour envelopper les poètes disparus dans un univers de pureté irréelle. Le groupe se mit à danser et à jouer dans la neige, sarabande mouvante dans un décor figé. Les tapis blancs étouffaient leurs pas et l'air était si froid que les paroles semblaient gelées en sortant de leur bouche. Knox entraîna Chris à l'écart et ils échangèrent un long baiser, savourant le contraste entre la lune glacée au-dessus de leur tête et la douce chaleur de leurs lèvres pleines. Monsieur et Madame Perry dormaient profondément lorsqu'un bruit rond et bref creva le silence de la nuit. Qu'est-ce que c'est dit Monsieur Perry en se redressant subitement. Quoi demanda sa femme, encore ensommeillée. Ce bruit. Tu n'as rien entendu. Quel bruit? Monsieur Perry s'assit sur son lit. Ses pieds trouvèrent d'instinct ses pantoufles. Il ouvrit la porte donnant sur le couloir et tendit l'oreille. Pas un bruit. Il s'engagea dans le couloir et vit la porte entrebâillée de Neil. La chambre était déserte. Neil, appela-t-il. Neil. Madame Perry sortit à son tour, passant les bras dans les manches de sa robe de chambre. Elle descendit à la suite de son mari, qui entrait déjà dans son bureau. Il alluma le lustre du plafond et parcourut la pièce du regard. Tout semblait normal. Ils s'apprêtèrent à sortir lorsqu'il décela une âcre odeur de poudre. Ses yeux se fixèrent soudain sur un objet qui brillait d'un éclat sombre sur le tapis. Il reconnut son revolver. Son cœur cessa de battre. Il contourna le bureau et découvrit une main pâle et fluette, la paume tournée vers le ciel. Neil! Un cri d'horreur avait jailli de sa poitrine. Neil gisait sur le sol, la tête baignant dans le sang. Terrassé par la douleur, Monsieur Perry tomba à genoux et étreignit son fils. Accourue à la hâte, sa femme poussa un hurlement et se jeta à terre, prise d'hystérie. Mon fils, Neil, non, il n'a rien, mon Dieu, dites-moi qu'il n'a rien. Blotti dans la grosse voiture, Monsieur Kinning et les garçons raccompagnèrent les filles jusque chez elles et regagnèrent Welton tard dans la nuit. Je suis mort, vidé, dit Todd en se traînant jusqu'à sa chambre. Je crois que je vais dormir jusqu'à midi. Mais le lendemain matin, aux premières heures du jour, Charlie, Knox et Mix se glissèrent dans sa chambre. Leur visage était blême. Ils regardèrent un moment Todd qui dormait à point fermé. Todd, appela doucement Charlie. Todd. Il le secoua par l'épaule. L'adolescent ouvrit les yeux et se redressa, encore engourdi par le sommeil. Il cligna des yeux sous l'effet de la lumière pâle. Il les referma et appuya sa tête contre le mur. Puis, tâtonnant, à la recherche de son réveil, il s'en saisit et plissa les paupières. Il est seulement 8 heures, j'ai encore sommeil. Il se recoucha et tira les couvertures sur lui, mais soudain il se redressa, les yeux grands ouverts. Ses amis se tenaient sans rien dire au pied de son lit, et il comprit qu'un drame s'était produit. Todd, Neil est mort. Il s'est tiré une balle dans la tête, annonça Charlie. Un gros noir s'ouvrit devant les yeux de Todd. Oh non, Neil! Son cœur lui monta à la bouche. Pris de vertige, il bondit hors du lit et enfila le corridor en hurlant. Aux toilettes, il s'agenouilla devant le bidet et vomit jusqu'à vouloir cracher ses tripes. Ses amis l'avaient suivi, incapables de trouver le moindre mot de réconfort. Todd réapparut, le visage ruisselant de larmes. Ses jambes tremblantes le soutenaient à peine. Il faut que tout le monde sache que c'est son père le coupable, s'insurgea-t-il d'une voix étranglée. Il ne se serait jamais tué, il aimait trop la vie. Tu ne penses pas sérieusement que son père... Pas avec le revolver, cria Todd. Mais s'il n'a pas appuyé sur la détente, c'est lui qui... Les sanglots le bâillonnèrent. Même s'il n'a pas tiré, reprit-il, il est responsable de sa mort. Il s'élança contre le mur, écrasant son visage contre la pierre, les mains en croix. Neil, Neil. Il tomba lentement à genoux contre le mur en pleurs, et ses camarades impuissants le laissèrent là, affaissé sur le carrelage des toilettes, accablé de douleur. En apprenant la terrible nouvelle, M. Keating était allé se réfugier dans le silence obscur de sa salle de classe. Il resta longtemps à contempler par les fenêtres ce jour terne qui n'en finissait pas de se lever. Cette neige aussi grise que les nuages, noircie ici et là par des bosquets d'arbres dépouillés. Il s'assit au pupitre de Neil et ouvrit à la première page
je n'avais pas vécu. Ses yeux se voilèrent de larmes et il se mit à pleurer en silence dans la pénombre. Un jour blafard pesait sur les collines du Vermont, et des bourrasques de chiffres fouettaient le cortège funèbre mené par la complainte d'une cornemuse. Porté par les poètes disparus, Neil fut enterré dans le cimetière de la ville de Walton. Sa mère, frêle silhouette vêtue de noir, suivit la procession en prenant appui sur le bras de M. Perry, dont le visage fermé restait impénétrable. M. Nolan, M. Keating et les autres professeurs formaient une haie solennelle autour de la tombe, tandis qu'on y descendait le cercueil. Après l'enterrement, le collège tout entier se rassembla dans la chapelle de Walton. Les professeurs, et parmi eux M. Keating, se tenaient debout dans le chœur. L'assemblée entonna un hymne, puis le chapelain monta en chaire. Seigneur Tout-Puissant, nous te prions dans ton immense miséricorde d'accueillir Neil. Bénis son front et place-le à ta droite. Que la lumière de ta bienveillance éclaire son chemin et qu'il partage la gloire des élus. Pardonne-lui ses offenses et accorde-lui la paix éternelle. Amen. Amen, répondit l'assistance d'une même voix. Le chapelain céda la place au doyen. Messieurs, commença celui-ci d'une voix forte, la mort de Neil Perry est une véritable tragédie. Il était un des meilleurs éléments de Walton et il sera longtemps regretté. Nous avons contacté chacun de vos parents pour leur expliquer la situation. Leurs inquiétudes est bien compréhensible. À la requête de la famille Perry, j'ai la ferme intention de mener une enquête rigoureuse sur cette affaire. J'attends votre entière coopération. Sur ces mots lourds de menaces, le doyen quitta la chaire et l'assemblée se dispersa en silence. Charlie, Todd, Knox, Pitts, Mix et Cameron sortirent ensemble mais se séparèrent sans échanger une parole. À l'exception de Mix et de Cameron, ils se retrouvèrent plus tard dans le débarras au sous-sol du dortoir. Assis sur de vieilles malles, ils semblaient attendre. On frappa à la porte. Mix entra. Impossible de le trouver, annonça-t-il, les mains écartées en signe d'impuissance. Il était au courant de la réunion, demanda Charlie. Je lui ai dit et répété. Alors ça y est, j'en étais sûr. Charlie leva les yeux au ciel. Il alla jusqu'au soupirail et son regard se promena sur le campus, dont la pelouse descendait en pente douce à hauteur de ses yeux. Puis il se retourna vers ses camarades. On est cuit, les gars, dit-il. Comment ça, cuit dit Pitts. Cameron est un mouchard. Alors qu'il est, il est en train de tout déballer à Nolan. Déballer quoi dit Pitts. Le cercle, Pitts, réfléchis. Pitts et les autres échangèrent des regards perplexes. Il faut bien que quelqu'un porte le chapeau, expliqua Charlie. Des affaires de suicide dans ce genre ont coulé plus d'un collège. Mauvais pour la réputation. Un silence tomba. Les épaules s'affaissèrent. Soudain, ils entendirent une porte s'ouvrir dans le couloir. Knox alla à la porte et vit Cameron entrer dans le vestibule. De la main, il lui fit un signe de venir. Cameron, appela-t-il à voix basse. Cameron le vit. Il sembla hésiter un moment, puis traversa le vestibule en direction de la cave. Il eut aussitôt la sensation de se trouver face à un tribunal. Quoi de neuf, les gars demanda-t-il, s'éclaircissant la voix. Tu nous as vendu, pas vrai, Cameron dit Charlie en le saisissant par le col. Cameron se débattit pour lui échapper et se colla contre le mur. Ses yeux clignaient plus vite que de coutume. Allez vous faire voir, bande de débiles. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu viens de tout raconter à Nolan à propos du cercle, jeta Charlie. Au cas où tu ne serais pas au courant, Dalton, il existe un code d'honneur dans cette école. Si un professeur te pose une question, tu dois répondre la vérité ou c'est l'expulsion. Charlie fit un pas vers Cameron. Espèce d'ordure. Mix et Knox le retinrent chacun par un bras. Attends, Charlie. Ce type est un fumier. Il est dedans jusqu'au cou, alors il a décidé de sauver sa peau tout seul. Laisse-le tranquille, dit Knox. Tu lui touches un cheveu et tu te fais virer. Je t'y virerai de toute façon, rétorqua Charlie, en se dégageant d'un coup d'épaule. Il a au moins raison sur ce point, intervint Cameron. Et si vous n'êtes pas complètement idiot, vous ferez tous comme moi, et vous accepterez sagement de coopérer. Ce n'est pas après nous qu'ils en ont. Nous ne sommes que des victimes innocentes, comme Neil. Qu'est-ce que tu racontes, dit Charlie, après qui ils en ont? Monsieur Keating, pardi, le capitaine en personne.
Avez-vous un meilleur bouc émissaire? Monsieur Keating, responsable de la mort de Neil? C'est ce qu'il manigance. Qui d'autre, pauvre débile? Dit Cameron, pris d'un rire nerveux. L'administration, monsieur Perry. C'est bien Keating qui nous a monté la tête, non? Sans lui, Neil serait tranquillement allongé dans son lit en train d'étudier sa chimie et de rêver à sa future carrière de médecin. C'est faux, s'insurgea Todd. Monsieur Keating ne lui a jamais dicté sa conduite. Neil adorait le théâtre. Cameron haussa les épaules. Tu crois ce que tu veux, dit-il avec une pointe de condescendance. Moi je dis, laissons griller Keating. Pourquoi gâcher nos vies? Salaud! Un coup de poing sec accompagna l'insulte. Cameron tomba à la renverse. Charlie était prêt à frapper une seconde fois. Charlie, l'arrêta Knox. Cameron porta la main à son nez, ruisselant de sang, et lui eut un sourire narquois. Tu viens de signer ton arrêt d'expulsion, Wanda, ricana-t-il. Charlie lui jeta un dernier regard plein de mépris et sortit. Les autres lui emboîtèrent le pas. Resté à terre, Cameron leur cria. Si vous n'êtes pas complètement idiot, vous ferez exactement comme moi. Ils savent tout, de toute façon. Vous ne pouvez plus rien pour Keating, mais vous pouvez encore sauver votre peau. Chapitre 15. Le lit de Neil avait été défait, ses couvertures soigneusement pliées. Reposé au pied de son lit, sur le matelas à large rayures grises. Assis à la fenêtre, Todd regardait à travers les croisées en direction du bâtiment administratif de Walton. Mick s'en sortit, flanqué du professeur Hager, et regagna à tête basse le dortoir. Quelques instants plus tard, par sa porte entrebâillée, il vit Hager raccompagner l'adolescent jusqu'à l'entrée du couloir. Ses lunettes à la main, Mix passa à hauteur de son camarade sans le voir. Sur ses joues, on devinait la trace de larmes. Il entra dans sa chambre et claqua la porte derrière lui. Knox Overstreet appela Hager sans impatience. Knox sortit de sa chambre et rejoignit Hager. Tous deux disparurent dans l'escalier. Lorsque la voie fut libre, Todd sortit sans bruit de sa chambre et alla frapper à la porte de Mix. C'est moi, Todd. Laisse-moi, lui répondit Mix, la voix lourde de sanglots. J'ai du travail. Todd hésita, comprenant ce qui s'était passé. Et Wanda, demanda-t-il à travers la cloison de la porte. Renvoyé. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien qu'ils ne savaient déjà. Todd s'éloigna. Il n'obtiendrait rien de plus de son malheureux camarade. Il regagnait son poste d'observation peu après, Hager escorta Knox jusqu'au dortoir. À nouveau, Todd entrouvrit sa porte. Hager et Knox apparurent au bout du couloir. Le visage de Knox reflétait la tempête qui l'agitait. Ses yeux brillaient, ses joues tremblotaient. Todd recula contre le mur, terrifié à l'idée qu'ils avaient réussi à briser Knox. Son nom résonna dans le couloir. Todd Anderson. Hager attendait. L'adolescent inspira profondément, leva brièvement les yeux au ciel, puis ouvrit la porte et se dirigea en traînant les pieds vers le vieux professeur. Sur le chemin, il pouvait entendre la respiration haletante de Hager, que ses allées et venues épuisaient. Le vieux professeur fit halte à l'entrée du bâtiment, le temps de reprendre son souffle. Le jeune garçon et le vieil homme gravirent lentement les marches menant au bureau de Nolan. Todd s'imaginait monter à la potence. Hager le fit entrer et referma derrière lui la lourde porte capitonnée de cuir. Le doyen était à son bureau, calé dans son fauteuil. À sa droite, légèrement en retrait, Todd eut la surprise de trouver ses parents. Papa, maman. Veuillez vous asseoir, monsieur Anderson. Todd prit place sur la chaise vide qu'il attendait en face du bureau de Nolan. Il jeta un coup d'œil vers ses parents qui restaient immobiles, le visage fermé. Todd frotta légèrement ses mains moites l'une contre l'autre. Monsieur Anderson, commença Nolan avec autorité, nous savons désormais, grosso modo, ce qui s'est passé ici. Vous admettez avoir fait partie de ce cercle des poids disparus, n'est-ce pas? Les yeux de Todd allèrent de Nolan à ses parents. Il ferma les paupières et fit oui de la tête. Réponds, ordonna son père. Oui, murmura Todd. Je n'ai pas bien entendu, dit Nolan.
favoriser l'éclosion de comportements indisciplinés. De surcroît, ces témoignages prouvent que M. Keating, aussi bien dans sa classe qu'à l'extérieur, a encouragé Neil à assouvir son penchant pour le théâtre, tout en sachant que celui-ci allait à l'encontre de la volonté explicite de ses parents. En outrepassant scandaleusement ses prérogatives, M. Keating s'est ainsi rendu directement responsable de la mort de Neil Perry. Nolan tendit le document à Todd. Veuillez lire ceci attentivement. Si vous n'avez aucune addition ou correction à y apporter, alors je vous prierai de le signer. Todd prit les quelques feuillets et les lut lentement. Lorsqu'il eut achevé sa lecture, le papier tremblait entre ses doigts. Il leva les yeux. Que va devenir Monsieur Keating demanda-t-il à Nolan. Son père se leva et lui empoigna le bras. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Laissez, Monsieur Anderson, le calma le doyen. Sûr de sa victoire, asseyez-vous, je vous prie. Je tiens à ce qu'il le sache. Il regarda l'adolescent dans les yeux. Nous ignorons encore si M. Keating a enfreint la loi. Si tel est le cas, il sera poursuivi en justice. Mais ce que nous pouvons faire d'ores et déjà, et votre signature, comme celle de vos camarades nous y aideront, c'est veiller à ce que M. Keating n'enseigne plus jamais. Il n'enseignera plus, bredouilla Todd. Son père se leva à nouveau. Ça suffit comme ça, Todd. Signe ce papier. Calme-toi, chérie, dit sa femme. Mais enseigner, c'est toute sa vie. Et en quoi est-ce que ça te concerne? Demanda son père. En quoi est-ce que je vous concerne? Rétorqua l'adolescent en se tournant vers ses parents. Monsieur Keating s'intéresse plus à moi que vous ne l'avez jamais fait. Le père de Todd se dressa au-dessus de son fils, blême de rage, et lui présenta un stylo. Signe. Todd fit non de la tête. Je ne signerai pas. Todd, sanglota sa mère. C'est un tissu de mensonge, je refuse de signer. Son père tenta de lui mettre le stylo de force dans la main. Nolan quitta son siège. Tant pis, dit-il, qu'il en subisse les conséquences. Il fit le tour de son bureau et vint se placer en face de Todd. Tu crois pouvoir sauver Monsieur Keating? Tu viens de le voir. Nous avons les signatures de de tes complices. Mais si tu ne signes pas, tu seras placé en probation disciplinaire jusqu'à la fin de l'année et consigné tous les soirs et les week-ends. Et si tu mets seulement le pied hors du campus, ce sera l'expulsion simple et définitive. Le doyen et les parents de Todd observèrent l'adolescent, qui était un signe de capitulation. Je ne signerai pas, répéta-t-il finalement d'une voix douce mais ferme. Alors nous en reparlerons ce soir, après les cours, dit Nolan avec une pointe d'irritation. Tu peux disposer. Todd se leva et quitta la pièce sans un regard pour ses parents. Je suis désolé, dit Madame Anderson au doyen lorsque son fils eut refermé la porte capitonnée. Je me sens coupable. Nous n'aurions jamais dû l'envoyer ici, renchérit M. Anderson, les yeux sur la pointe de ses chaussures. Allons, donc, dit Nolan. À son âge, les enfants sont très influençables. Nous le ramènerons dans le droit des chemins. Le lendemain, M. McAllister se promenait sur le campus à la tête d'un groupe d'élèves. Plutôt que de les gaver de déclinaisons, le professeur de latin avait opté pour une leçon de choses in situ et de visu. Neige se dit nix, nivis, le bâtiment ea edificium, l'école scolae. Cette modeste innovation pédagogique était aussi dans son esprit un dernier clin d'œil qui adressait à son collègue sur le départ. M. McAllister s'arrêta et leva les yeux vers les fenêtres du quartier réservé aux professeurs. Il aperçut la silhouette de M. Keating, le visage tourné vers l'horizon. Leurs regards se croisèrent et M. McAllister lui adressa un petit signe d'adieu. Puis il poussa un soupir et reprit sa marche. Magisteri, le maître d'école. Arboris, l'arbre. Keating s'écarta de la fenêtre. Sur l'étagère au-dessus de son bureau, il attrapa ses livres de poésie, Byron, Whitman, Wordsworth. Puis, se ravisant, il les abandonna à leur sort et boucla sa valise. Un dernier regard sur sa petite chambre, et M. Keating disparut dans le corridor, sa valise à la main. Ses anciens élèves étaient en classe de littérature, tant d'être recroquevillés sur sa chaise comme au premier jour de classe, les yeux fixés sur le sol. Knox, Mitz et Pitts n'emmenaient pas beaucoup plus large. Tous les anciens membres du cercle des poètes disparus se sentaient trop
osaient même échanger un regard. Seul Cameron paraissait presque normal, les yeux dans son cahier comme si de rien n'était. Rappelant le drame que venait de vivre Walton, les pupitres vides de Neil et de Charlie laissaient des trous épéantes dans les rangs. La porte s'ouvrit soudain et M. Nolan fit son entrée dans la classe. Les garçons se levèrent et ne se rassirent que lorsque le doyen se fut installé à son bureau. « Je vais reprendre cette classe en main jusqu'aux examens, dit-il en promenant son regard à la ronde. Nous trouverons un professeur titulaire pendant les vacances. Bien, qui peut me dire où vous en êtes dans le Pritchard ?» Nolan leva le nez, attendant une réponse qui ne vint pas. « Monsieur Anderson, dans le Pritchard ?» répéta Todd d'une voix à peine audible. Il feuilleta nerveusement son livre. « Je ne vous entends pas, monsieur Anderson. Je crois que nous... » Monsieur Cameron l'interrompit Nolan, exaspéré par ses balbutiements. « Veuillez répondre, je vous prie. » « Nous avons beaucoup sauté, monsieur. Nous avons étudié les romantiques et certains chapitres de la littérature d'après la guerre de sécession. Et les réalistes, s'enquit le doyen. Je crois que nous les avons sautés, répondit Cameron. Nolan resta un moment les yeux fixés sur Cameron. Très bien, dit-il enfin. Nous allons commencer depuis le début. Qu'est-ce que la poésie ? Aucun doigt ne se leva. Soudain, la porte de la classe s'ouvrit et M. Keating apparut dans l'embrasure. Je suis venu prendre mes affaires, dit-il à M. Nolan. Préférez-vous que j'attende la fin du cours ? Prenez vos affaires, M. Keating, répondit le doyen avec un geste de patience. Messieurs, ouvrez vos livres à la page 21 de l'introduction. Monsieur Cameron, veuillez lire, je vous prie, l'excellent avant-propos du professeur Pritchard sur l'appréhension de la poésie. Monsieur Nolan, cette page a été arrachée. Alors empruntez le livre d'un de vos camarades, répliqua le doyen. Elles ont toutes été arrachées, monsieur. Nolan jeta un regard mauvais en direction de Keating. Que voulez-vous dire ? Elles ont toutes été arrachées. Monsieur, nous... C'est bon, fit Nolan. Il se leva et tendit son propre exemplaire à Cameron. Lisez. Comprendre la poésie par le docteur S. Lettre J. Evans Pritchard. Pour bien comprendre la poésie, il faut d'abord se familiariser avec la métrique, le rythme et les figures de style. Il faut ensuite se poser deux questions. Premièrement, le sujet est-il traité avec art ? Keating s'affairait devant son armoire, dans un coin de la pièce. L'ironie du hasard, qui avait voulu que M. Nolan choisisse de lire précisément le texte de Pritchard, lui arracha l'ombre d'un sourire. Il jeta un œil en direction des élèves. Il vit Todd, ses traits crispés, et les larmes qui perlaient à ses yeux. Il vit Knox, Mix et Pitts, tous le menton sur la poitrine, de honte pour seulement croiser son regard. Après un lourd soupir, il finit de trier ses affaires et contourna à nouveau la classe pour gagner la sortie. Il avait déjà la main sur la poignée lorsque dans son dos, éperdu de repentir et de chagrin, Todd se leva d'un bond et explosa. « Monsieur Keating, ils nous ont forcés à le signer !» cria-t-il d'une seule traite, couvrant la voix monocorde de Cameron. Nolan s'érudit de colère. « Taisez-vous, monsieur Anderson !»« C'est la vérité, monsieur Keating, continua Todd. Il faut me croire. »« Je vous crois, répondit Keating d'une voix calme, dépourvue de toute amertume. Nolan fut fulminé de voir son autorité aussi ouvertement bafouée. « Laissez partir, monsieur Keating. »« Mais il n'y était pour rien, monsieur Nolan. » Todd refusait de se taire. Bouillant de colère, le doyen se précipita à son pupitre et voulut l'obliger à s'asseoir. « Asseyez-vous, monsieur Anderson, » cria-t-il. « Un mot de plus et c'est la porte. » Son visage cramoisi balayait à la classe. « Ceci vaut pour tout le monde. Un seul mot et vous êtes renvoyé. » Il s'adressa alors à Keating. « Partez sur le champ. Disparaissez. » Un silence s'abattit sur la salle. Les garçons observèrent leur ancien professeur du coin de l'œil, comme s'ils espéraient l'impossible. Keating hésita, le temps d'un dernier adieu silencieux, puis pivota sur ses talons. Il s'apprêtait à laisser la classe derrière lui lorsqu'un appel l'arrêta net. « Oh, capitaine, mon capitaine !» La voix soudain claire et affirmée de Todd venait de résonner dans la salle. Tous les regards convergèrent sur l'adolescent. Lentement, avec assurance, Todd mit un pied sur sa chaise et grimpa sur son pupitre. Ravalant ses larmes, il s'y tint immobile, saluant ainsi son professeur.
Un bref instant, désarçonné par l'incongruité de ce geste et par l'étrange dignité qu'il revêtait, le doyen était maintenant au bord de l'apoplexie. Descendez, c'est un ordre, hurla-t-il en trépignant. Mais, comme il s'époumonnait au pied de Todd, on vit soudain Knox, à l'autre bout de la salle, répéter les gestes de son camarade et se juger sur son pupitre. Un éclair de panique passa dans les yeux du doyen. Rassemblant tout son courage, Mix monta lui aussi sur sa table. Pete s'imita. L'un après l'autre, galvanisés par leur exemple, les élèves se dressèrent pour offrir un dernier salut à leur professeur. Seuls quelques-uns, dont Cameron, écrasé par la peur ou le remords, restèrent assis la tête dans les épaules. Nolan avait renoncé à reprendre le contrôle de la classe et contemplait avec une fureur mêlée de stupeur cet hommage rendu à M. Keating. Submergé par l'émotion, celui-ci n'avait pas bougé, les yeux brillants. Merci, messieurs, dit-il simplement, avec un frémissement dans la voix. Merci à tous. Il regarda Todd dans les yeux, puis tous les poètes disparus. Après un dernier signe de la tête, il quitta la pièce et le collège de Welton, les laissant debout sur le pupitre, maîtres d'eux-mêmes et de leur destin. Eh bien écoutez, j'espère que cette lecture en 5 actes, si je puis dire, du Cercle des poètes disparus de N.H. Kleinbaum, donc adapté du film de Peter Weir, vous a plu. Je vous conseille